Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, je trouve vraiment très intéressant d'intervenir d'abord dans une grande école, c'est-à-dire avec des jeunes, et ensuite d'intervenir à la demande du collectif des étudiants. C'est-à-dire que ce n'est pas une conférence qui est plaquée, qui est à la mode, qui est dans le politiquement correct. C'est une conférence qui correspond à un de vos besoins. Et je remarque d'ailleurs à cet égard que vous êtes des précurseurs, puisque ce qui se passe maintenant depuis un mois, vous l'avez en quelque sorte anticipé en demandant cette conférence depuis maintenant plus de 6 mois. Et aujourd'hui, je voudrais ramener la question du sexisme dans la question plus générale de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je voudrais faire la différence entre le sexisme au sens large, le sexisme ordinaire, le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on entend dans Balance ton porc, etc., c'est beaucoup de témoignages qui sont vraiment de l'agression sexuelle, qui ne sont pas du harcèlement sexuel et qui sont encore moins du sexisme ordinaire. Donc autrement dit, aujourd'hui, il y a de nombreux témoignages dont on ne sait exactement où ils se situent et c'est ça qui me semblait important. Alors pourquoi je dis qu'il faut gérer cette question du sexisme? Ça fonctionne, c'est parfait. Pourquoi il faut gérer cette section traiter cette section du sexisme en même temps que la question d'égalité? Parce que pendant de longues années, on a traité la question d'égalité professionnelle comme étant un ensemble presque clos. On affichait des chiffres, que je vais vous redonner d'ailleurs assez rapidement, et puis on se disait, bon, il y a des côtés, les politiques d'entreprise, les politiques structurelles, comment on fait dans les écoles pour que les filles soient l'égale des garçons, etc., etc. Et puis on laissait de côté la question des violences sexistes et sexuelles ou la question du sexisme comme étant quelque chose d'un peu dérangeant, mais pas trop, et en tout cas de nature différente. Et puis avec ce déferlement des derniers jours, on se rend compte que tout ceci est lié et qu'aujourd'hui on ne peut plus parler d'égalité sans parler de sexisme. Et c'est ça qui est vraiment, je crois, l'apport et, je ne vais pas parler de progrès, mais tout de même, en tout cas, les avancées sur ce sujet. Alors le titre, vous avez vu, le sexisme du déni à sa mise en visibilité. Nous sommes dans la mise en visibilité du sexisme aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Alors d'abord, les filles et les garçons, les hommes et les femmes, qu'est-ce qu'il en est dans notre société? Je pense qu'il faut d'abord partir d'éléments positifs. Nous n'en sommes plus comme au XIXe siècle et même comme au XXe siècle. Il y a des progrès notables. Ces progrès notables, c'est le taux d'activité. Sachez quand même que 83% des femmes âgées de 25 à 49 ans travaillent. 83% le taux d'activité, c'est énorme. Sachez aussi que les 2/3 des diplômés du 3e cycle, ce sont des femmes. C'est-à-dire que les femmes sont plus diplômées que les hommes aujourd'hui en France et en Europe. Sachez enfin que le grand progrès des 20 dernières années, c'est la montée en masse des femmes dans la population cadre. On a près de 149% d'augmentation de la population cadre féminine dans les 20 dernières années pour 49% d'augmentation des hommes cadres. Donc, si l'on compte en plus le taux de fécondité des femmes qui est de près de 2, c'est-à-dire l'un des meilleurs d'Europe, en France, les femmes travaillent, elles font des belles études, elles font des enfants. Tout va bien sous le soleil. Que demander de plus? Alors, évidemment, on demande un peu plus. On demande un peu plus, mais en même temps, on se dit que les progrès sont visibles et je vais m'amuser à prendre des visuels, soit des visuels institutionnels, soit des publicités pour vous montrer un peu comment ça se passe. Vous voyez, ça c'était dans les années 60. La police, un métier d'homme, c'était pour le recrutement des gardiens de la paix. Pas une femme à l'horizon. Voilà la même publicité, la police des métiers, elle a 3 ans, cette publicité institutionnelle. Et là, vous voyez bien sur le côté, oui, peut-être pas très bien, mais bon. Voilà, vous avez 3 femmes, dont une femme commissaire de police, et vous avez des femmes qui sont présentées dans quasiment l'ensemble des métiers. Vous aviez quand même, en 1919, moi je ne peux pas, voilà, j'ai trop envie de vous citer cette phrase du procès-verbal de la séance du Sénat du 3 octobre 1919 d'un Alexandre Bérard.
les femmes françaises veulent voter. Plus que pour manier le bulletin de vote, les mains des femmes sont faites pour être baisées. Baiser dévotement quand ce sont celles des mères, amoureusement quand ce sont celles des femmes et des fiancées. Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme. 1919. Et puis, au moment où on a mis l'école mixte, eh bien, un certain nombre de mères affirmaient ne pas pouvoir garantir l'ordre dans leur commune et certains menaçaient de démissionner. Donc, vous voyez quand même, nous en sommes loin. Nous en sommes loin et pourtant, voilà qu'apparaît ce que j'appelle les tragédies des 20%. La tragédie des 20%. Et là, ce sont les chiffres. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité. C'est la seule majorité invisible la plupart du temps. On parle des minorités visibles, les femmes, c'est la majorité souvent invisible. Les femmes, c'est 52% du corps électoral. Or, on a toujours 27% d'écart de rémunération. Si on prend comme ratio le salaire des hommes en dénominateur, si on prend le salaire, la moyenne des salaires féminins, c'est encore plus, c'est de l'ordre de 33%. C'est-à-dire que les hommes gagnent 33% de plus que les femmes. Toujours, aujourd'hui. Ramené à 16% si j'enlève le temps partiel, si je fais de l'équivalent temps plein. Aujourd'hui, on a 38% de femmes à l'Assemblée nationale. Grâce aux dernières élections, on était resté à 25 à 28% pendant très longtemps. Aujourd'hui, nous n'avons que 29% de femmes dans les conseils d'administration. On est à 42% dans les 40 premières capitalisations boursières, le CAC 40 ou le SBF 120. Mais si on prend l'ensemble des sociétés concernées par la loi sur les quotas, nous ne sommes même pas à 30%. Nous sommes aujourd'hui à 25% de femmes expertes dans les médias, c'est-à-dire les femmes qui disent les personnes qui disent le monde, qui ont la vision surplombante, celle de l'humour, eh bien, ce sont des hommes. Et on a toujours, dans le travail domestique, simplement 20% du travail domestique effectué par les hommes, et 20% des salariés à temps partiel qui sont des hommes. Donc voilà cette tragédie des 20%. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité, et les grands chiffres qui nous intéresse, même si dans les écoles de commerce, vous êtes quasiment à 50-50, qui est une rareté qu'il faut souligner, on est toujours dans les grands chiffres clés des inégalités, toujours du côté de la tragédie des 20%. Parce que les inégalités sont tenaces. Oui, le taux d'activité des femmes a augmenté, mais si on ramène en équivalent temps plein, alors il n'a plus augmenté dans les années 90, ce qui veut dire que les femmes entrent sur le marché du travail essentiellement à temps partiel. Oui, la mixité a fait des progrès, mais les 2/3 des bas salaires, ce sont des femmes. Les femmes sont 2 fois plus souvent au SMIC que les hommes. Et les métiers en France ne sont pas mixtes. Nous avons simplement 17% des métiers qui sont dits mixtes, c'est-à-dire comprenant 40% d'un sexe donné. Ce qui est totalement insuffisant. Ce qui veut dire qu'on a majoritairement des métiers qui sont majoritairement occupés par des femmes ou majoritairement occupés par des hommes. Et puis, nous avons une parentalité toujours bancale avec ce que j'appelle les 4 cercles du destin privé des femmes. Le 80-20 dont on a parlé, 80% du temps domestique, 2/3 du temps parental, c'est les femmes. Et les femmes font les tâches les plus chronophages, ménage, repassage, travail des enfants, alors que les hommes sont souvent dans les tâches de loisirs et d'appoint, les conduites à l'école, la vie de sociabilité. C'est pas moi qui le dis, c'est les enquêtes emploi du temps. À l'arrivée d'un enfant, 40% des femmes pour seulement 6% des hommes modifient leur trajectoire professionnelle. Et donc, in fine, eh bien, c'est vraiment ce conflit de loyauté, ce conflit de légitimité dans lequel se trouvent aujourd'hui beaucoup les femmes, c'est-à-dire que du coup, elles se sentent soit démissionnaires de la sphère privée, soit usurpatrices de la sphère publique. Elles sont toujours un peu dans le trop ou le pas assez, jamais dans le très ou dans le positif, là où sont beaucoup les hommes depuis l'enfance, et on pourra parler aussi après de la fabrication différente des sexes. Donc, on a une parentalité bancale. Alors là, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer cette photo. Ça, c'est les directeurs et directrices de cabinet des années 2005-2006. Que des hommes. Vous voyez une femme là-bas, c'est moi. Il se trouve qu'il y a un journal qui a fait une campagne là-dessus. Et je l'ai prise, non pas du tout pour me montrer, parce que je n'ai strictement aucun intérêt. C'est parce que je suis quand même la seule qui parle. Les femmes sont très bavardes, tout le monde est très sage, je plaisante. Mais vous voyez l'omniprésence des costumes noirs,
l'omniprésence des hommes qui fait que nous étions 3 femmes pour 50 hommes autour de la table et que ceci explique peut-être cela, c'est-à-dire pourquoi je suis ici devant vous et pourquoi j'ai tellement travaillé sur la question du sexisme et de l'impact du sexisme ordinaire sur l'équilibre des salariés. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'il y a ces résistances? Pourquoi est-ce que malgré des lois très nombreuses, nous avons pas moins de 6 à 7 lois sur la question de l'égalité professionnelle, nous avons des lois sur les congés parentaux, nous avons des lois partout, ça ne marche pas, malgré le discours politiquement correct sur l'égalité qui est vraiment, qui doit être le logiciel de l'entreprise et qui est fondamental, c'est parce qu'il y a des résistances, des archaïsmes qui fonctionnent à plein tube. Et ces archaïsmes sont fondés sur des stéréotypes de sexe qui nous ont envahis dès l'enfance. Et là, je rends hommage évidemment à Françoise Héritier, qui est cette grande dame qui nous a tant aidé à penser cette question en toute sérénité et cette notion de valence différentielle des sexes. C'est-à-dire que alors que les opérations mentales de catégorisation sont normales et automatiques, quand je perçois le monde, je ne peux pas convoquer tous mes synapses à chaque fois pour me dire homme, femme, grand, petit, homme d'affaires, femme, etc. Je procède par catégorisation mentale qui consiste à découper le monde en ensemble de personnes ou de choses de même nature avec les mêmes caractéristiques. Ça, c'est normal et automatique. Mais les stéréotypes, au sens large, opèrent par généralisation mensongère. Ce sont des catégorisations simplifiées et déformées du réel. Et ça fonctionne en couple binaire, c'est-à-dire que le masculin et le féminin fonctionnent en binarité absolue, alors que nous savons tous que les caractéristiques du féminin ou du masculin ne sont pas aussi clivées qu'il n'y paraît. Et on a ainsi des couples binaires, le dur et le doux, le rigoureux, l'intuitif, le positif, le négatif, l'actif, le passif. Et avec des renversements assez amusants, puisque dans nos civilisations occidentales, c'est l'actif qui est valorisé, c'est du côté de l'homme, le passif, la princesse qui attend le prince charmant, c'est du côté des femmes, et c'est le passif qui est dévalorisé. Et dans les civilisations orientales où c'est le contraire, ce qui est valorisé, c'est le passif, c'est-à-dire l'ataraxie du sage, celui qui maîtrise ses pulsions, et l'actif est dévalorisé, c'est l'énergie brouillonne. Alors l'actif est du côté du féminin et le passif du côté du masculin. Parce que les stéréotypes fonctionnent sous un double axe. Premièrement, une binarité systématique, même quand ça n'a pas lieu d'être, organisée autour du masculin et du féminin. Et deuxièmement, une infériorisation systématique du pôle féminin, qui est stigmatisé. Le masculin l'emporte sur le féminin comme en grammaire, puisque, pour reprendre les phrases des grammairiens Bosé, etc., ou même avant Vaugelas et Malherbe, le mâle est plus noble que la femelle. Et donc, les stéréotypes de sexe fonctionnent comme ça, par binarisation et stigmatisation, et fonctionnent, je crois, dans tous les domaines de la vie, dans tous les lieux de socialisation, que ce soit l'école, que ce soit la rue, que ce soit les médias, que ce soit le monde du travail, que ce soit la famille. Et donc, pourquoi combattre les stéréotypes de sexe? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les stéréotypes de sexe, en soi, ne créent pas les inégalités, mais ils peuvent les légitimer en les rendant invisibles et en les naturalisant. Et donc, le stéréotype peut devenir discriminatoire. En soi, il n'est rien. Il y a même des stéréotypes positifs. Mais il peut devenir discriminatoire lorsqu'il limite le développement, l'expression ou l'exercice des droits des personnes appartenant au groupe social auquel il s'applique. Et le sexisme, c'est deux choses. Le sexisme vient de là. C'est à la fois une idéologie et une croyance qui érige la supériorité d'un sexe sur l'autre, mais c'est aussi des actes, des comportements et des attitudes qui conduisent à toute une série de gammes
de comportements dont on va vous parler, depuis le sexisme ordinaire jusqu'à l'agression sexuelle, voire au viol. Et si c'est grave, c'est que ça a deux conséquences. D'une part, ça aboutit à l'exclusion, à la délégitimation des personnes concernées. Et deuxièmement, les personnes concernées s'auto-limitent, s'auto-censurent, s'auto-flagellent, parce qu'elles anticipent les stéréotypes. Non, les maths, c'est pas pour moi. Non, le leadership, c'est pas pour moi. Non, ceci, c'est pas pour moi. Parce que quand on a l'impression d'appartenir, de faire partie d'un groupe qui est minoré du point de vue d'une qualité, alors on intègre cette délégitimation et de fait, on devient moins bon. Autrement dit, le sexisme fragilise votre sentiment de compétence personnelle. Les différentes formes de sexisme qui correspondent donc à des actes et des comportements. Dans ce sexisme, on trouve la discrimination fondée sur le sexe. Les femmes ne sont pas mobiles, je ne vais pas la mettre sur un poste de mobilité géographique. Ça, c'est une discrimination, alors qu'elle en avait tous les talents, toutes les compétences. Le harcèlement sexuel, avec ces deux définitions, à la fois des actes, des propos qui ont une connotation sexuelle et qui sont répétés, mais aussi un acte non répété, mais qui prend la forme d'une pression grave pour obtenir un acte de nature sexuelle. Je vous rappelle que c'est 2 ans de prison et 30 000 € d'amende dans le code pénal. L'agression sexuelle, à partir du moment où il y a attouchement, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et le viol, quand il y a pénétration, avec 15 ans de réclusion criminelle. Donc nous avons là toute une gamme, et je ne vous ai pas parlé de l'agissement sexiste, je vous en parlerai tout à l'heure, toute une gamme liée au sexisme qui passe de la discrimination à raison du sexe, à l'embauche, dans la formation, etc., à des phénomènes qui portent atteinte au corps, comme le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle ou le viol. Et voilà une définition que je vous donne et sur laquelle on peut lire ensemble. Le sexisme au travail s'entend de toute croyance, je vous ai parlé d'une idéologie et de croyance, qui conduit à considérer les personnes comme inférieures à raison de leur sexe ou réduites essentiellement à leur dimension sexuelle, et de tout geste, propos, comportement ou pratique fondé sur une distinction injustifiée entre les personnes en raison de leur sexe, et qui entraîne des conséquences préjudiciables en termes d'emploi, de conditions de travail ou de bien-être. Il inclut des actes allant du plus anodin, apparemment, à la discrimination fondée sur le sexe, au harcèlement sexuel, sexiste ou moral, motivé par le sexe de la personne, à l'agression sexuelle, la violence physique ou le viol. Et donc j'en viens maintenant à ce qui est plus notre sujet aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le sexisme ordinaire ou le sexisme quotidien, dont on pourrait dire qu'il apparaît comme anodin, qui n'est pas du tout visé par le code pénal, qui n'était pas visé en tant que tel, en partie par le code du travail, je vais vous expliquer pourquoi, et qui sont tous ces petits propos, gestes, comportements, qui, l'air de rien, de façon sournoise, insidieuse, délégitime, fragilise, infériorise les femmes dans le monde du travail, ou les hommes, si c'est du sexisme à l'égard des hommes, mais ça ne prend pas les mêmes formes et c'est très différent, c'est pas du tout symétrique. Toutes ces petites choses qui déstabilisent, infériorisent, et qui ne sont pas à connotation sexuelle, parce que sinon c'est du harcèlement sexuel, qui ne sont pas à connotation sexuelle. Alors qu'est-ce que c'est ? Ces formes-là, elles peuvent prendre des formes ouvertement hostiles. Le mot sexisme est né aux États-Unis dans les années 60 par analogie au mot racisme. Il était au départ, les formes et les manifestations de sexisme étaient ouvertement hostiles. Les femmes ne sont pas capables de faire des mathématiques. Les femmes ne sont pas capables de commander. C'était une conception très différentialiste des hommes et des femmes avec un jugement délibérément hostile. Et puis, avec les politiques d'égalité, tous les textes, notamment toutes les directives européennes, toutes les lois françaises qui ont été prises pour favoriser l'égalité, le sexisme a pris des formes beaucoup plus insidieuses, beaucoup plus cachées, sournoises. Et aujourd'hui, nous sommes à la fois dans un sexisme masqué, mais aussi dans un sexisme qu'on appelle bienveillant, qui est la nouvelle forme, le dernier art du sexisme. Et on le trouve beaucoup quand on parle des postes de gouvernance,
Voilà que qu'il y aurait une sorte de leadership au féminin, que les femmes, finalement, auraient une façon de gouverner beaucoup plus douce, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus fondée sur l'empathie, et que dans notre monde moderne, qui est quand même très formaté par la mondialisation, la recherche de niche, etc., de clients, alors, eh bien, il faut avoir cette capacité à jouer de l'autorité négociée plus que de l'autorité imposée, qualité dite soi-disant féminine. Et là, on retombe dans un travers qui serait la division sexuelle, une sorte de care professionnelle, la division sexuelle des compétences. Aux femmes, l'intuition, la douceur, le lien. Aux hommes, la rigueur et la prise de risque. Et du coup, on retrouve dans les entreprises des femmes qui sont au poste de RH ou au poste de communication et les hommes qui sont au poste des finances, de la stratégie ou du leadership. Et surtout avec l'idée qu'il y a une forme de complémentarité des sexes, que les hommes et les femmes, finalement, peuvent conduire à un modèle de gouvernance androgyne parfaite, mais qui n'existe pas, et où les compétences féminines et masculines se complètent. Or, les compétences n'ont pas de sexe. Vous connaîtrez tous, en tout cas moi j'ai connu, autant de femmes rigides, autoritaires, que d'hommes particulièrement intuitifs et doux. C'est une question de talent, d'individu, ce n'est pas une question de sexe. Certes, l'intuition est peut-être plus utilisée par les femmes, puisque l'intuition, c'est la qualité que développent les dominés pour anticiper les désirs des puissants. Donc nous sommes très fortes dans le contournement d'obstacles, parce qu'on ne peut pas aller tout droit, donc on est assez fort pour essayer de voir comment je peux faire pour y arriver. Mais disons qu'on pratique peut-être un peu plus l'intuition, mais l'intuition n'est pas plus féminine que la rigueur n'est masculine. C'est les conditions de la gouvernance qui ont changé et il n'y a pas véritablement de leadership au féminin. Il y a un bon leadership ou un mauvais leadership. Et donc voilà les manifestations du sexisme. Et c'est là où on peut en parler. Moi, j'en ai repéré, donc à la fois, parce que je suis secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, on a fait un rapport en 2015 où on a vraiment essayé de décrire ces manifestations de sexisme. Et puis j'ai écrit un petit bouquin chez Belin, le sexisme au travail, fin de la loi du silence. Et voilà, on voit cette manifestation de sexisme. Alors, on peut en parler. C'est d'abord les blagues, les remarques et les blagues sexistes. Alors, vive l'humour au bureau, hein. Vive l'humour à l'école. Il ne s'agit pas de bannir l'humour, on mourrait sur place si on ne pouvait plus faire d'humour. Heureusement, l'humour, c'est vraiment la politesse de l'esprit, c'est quelque chose qui immédiatement crée du lien. Mais à condition que ce ne soit pas un humour unilatéral, une blague graveleuse, sexiste, dont personne ne veut, et surtout qui met les femmes dans une sorte de dilemme shakespearien, rire ou ne pas rire. Ça, c'est les blagues autour de la machine à café. Si je ris, je cautionne le sexisme, le sexiste. Si je ne ris pas, j'ai l'air de la frustrée et de la caractérielle. Et donc, cette espèce de situation terrible où on ne sait pas quoi faire, est la preuve même que là, il s'agit d'un humour unilatéral qui instrumentalise l'autre, alors que l'humour, c'est un échange à deux sur un pied d'égalité. Alors, les incivilités et le mépris. On n'ose plus demander aux femmes d'aller faire le café dans une réunion. Ça, c'est fini. On n'ose plus non plus leur demander de prendre des notes. C'est ce que Françoise Héritier disait au Collège de France quand elle est arrivée, première réunion. On lui a dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prendre des notes ?» Elle était la seule femme. Tous les regards se sont tournés vers elle et elle a répondu « Je ne suis pas génétiquement programmée pour prendre des notes. » C'est quand même joli, je vous conseille cette formule. Je ne suis pas génétiquement programmée pour prendre des notes. Et donc, c'est toutes les incivilités et le mépris. Vous savez, tous les anglo-saxons appellent ça le man-interrupting, tout ça. C'est-à-dire, on est dans une réunion, moi je l'ai vécu, hein, je peux vous dire, je l'ai vécu. On est dans une réunion, on dit quelque chose, ça n'est pas relevé, votre voisin dit la même chose, et tout d'un coup dit « Oh, monsieur, comme c'est intelligent ce que vous dites ». Et c'est tellement vrai, ce qu'on appelle le... Ou alors, les hommes qui coupent la parole aux femmes quand elles parlent. Ou alors, et ça c'est tellement vrai que dans la campagne d'Hillary Clinton, les femmes avaient inventé quelque chose, c'est-à-dire elles s'étaient dit, elles avaient passé une espèce de charte,
Quand on est dans une réunion et qu'il y a plusieurs femmes, quand une femme parle et dit quelque chose, il y a obligation pour les autres femmes de dire « c'est très bien ce qu'a dit Françoise, Armelle, Nancy, etc. » parce que pour moi, j'ai été dans des milieux quasi exclusivement d'hommes. Et c'est vrai, alors on parle gentiment, hein, c'est pas du tout une question de procès ou je sais pas quoi, mais c'est vrai qu'il y a un passage de relais entre hommes très souvent. Comme l'a dit excellemment Pierre, je pense que... Et puis Françoise, elle a parlé au milieu, c'est comme si elle n'avait rien dit. Moi, le pire qui me soit arrivé, c'était donc dans cette fameuse réunion de directeur de cabinet. Je fais 1m75 quand même, hein, je suis pas... Ah bon, je suis quand même grande. Et je parlais à un autre directeur de cabinet. Il y en a un qui est arrivé, qui s'est mis devant moi, mais comme si je n'existais pas. Alors, ça peut arriver entre hommes aussi, hein, attention. Le conflit existe dans toute organisation de travail. La compétition existe dans toute organisation de travail. La gestion des conflits, la nécessité d'avoir à se défendre, la volonté d'être reconnu, ça active et ça travaille les hommes comme les femmes. Le conflit, ce n'est pas quelque chose entre femmes et hommes. Ça peut être entre deux hommes, ça peut être entre des femmes. Mais là, il s'agit d'un conflit à raison du sexe. C'est-à-dire que c'est parce que l'on est une femme, ce qui est quand même très différent. Et donc, c'est toutes les choses d'incivilité et de mépris. Alors, toute la police des codes sociaux de sexe, ça c'est très valable chez les commerciaux, notamment dans les métiers majoritairement masculins. Alors, on dit aux filles, bon alors, hein, tu vas y aller, voilà, hein, sur la tranchée, hein, comme des mecs, hein, tu y vas. Mais enfin, il faut que tu aies l'air d'une femme, hein, quand même. Alors, tu vas mettre, non, bah, tu vas pas te mettre en pantalon, il faut quand même que tu aies l'air d'une femme. Mais en fait, tu fais comme un mec. Et donc, on est, nous les femmes, vouées à des injonctions paradoxales, c'est-à-dire d'être des femmes et de faire comme des hommes tout en restant des femmes. Enfin, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire, quoi. Sauf prendre des marchés, et ça, on sait faire. Mais que ne nous mettent pas dans des injonctions paradoxales. Ça peut être tout ce qu'on appelle les interpellations familières. Ma belle, ma petite, ma jolie, ma chérie. Moi, j'ai eu pas mal d'hommes sous mes ordres. Je vous assure que je ne les ai jamais appelés mon petit, mon beau, jamais. Et j'ai été appelée ma grande, moi c'était pas tellement ma petite, ma grande, voilà. J'ai été appelée par des interpellations familières. Alors, là encore, il y a des réactions ambivalentes. À la fois, les femmes, quand on leur en parle, elles disent « mais c'est gentil, c'est bienveillant, enfin c'est sympa ». Mais en même temps, elles disent « mais c'est quand même inapproprié ». C'est-à-dire que ça vous instrumentalise et ça vous délégitime un peu. Quand dans un hôpital, et je voyais ça dans le dernier dossier là, en ce moment sur le sexisme à l'hôpital, on est dans la chambre d'un malade et que le médecin avec son interne femme arrive en disant « écoute ma bichette, tu vas faire ça ». Je vous assure, quand la bichette reste seule avec le patient après dans la chambre et que le médecin est parti, elle a du mal à s'imposer comme interne, hein, ma bichette. Voilà. Alors, il y a aussi la fausse séduction. Là encore, vive l'amour! Enfin, franchement, on est dans des structures collectives, 8 heures, 12 heures par jour. Forcément, il y a des histoires d'amour. Il y a des histoires. Mais à condition que ce soit des histoires bilatérales. À condition que les femmes ne soient pas instrumentalisées comme l'a été la robe à fleurs de Cécile Duflot. À condition que les remarques ne soient pas faites pour réifier l'autre. Et des sociopsychologues montrent que quand dans une réunion ou dans un entretien, une femme est convoquée, perçue, non pas pour sa compétence et son talent, mais pour son physique, alors elle rétrécit son temps de parole et elle rétrécit son espace. Autrement dit, il y a un manque de performance manifeste quand on convoque l'autre, non pas pour ce qu'il est, pour sa compétence, mais pour son physique. Et donc, la fausse séduction, c'est une séduction unilatérale dont l'autre ne veut pas et qui instrumentalise, réifie l'autre. Alors, c'est toute la notion de la complémentarité des compétences, on en a parlé un petit peu. Hein. Moi, j'ai toujours voulu être reconnue pour ma capacité de rigueur, voilà, pour mon esprit de synthèse, plus que pour mon esprit de finesse. Voilà, l'esprit de finesse, il n'est pas forcément plus féminin que l'esprit de rigueur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être reconnue pour l'esprit de rigueur. Bon,
si on ne le fait pas, si on me dit « Ah là là, l'esprit de rigueur, c'est masculin », c'est quelque chose, il y a du coup une intrusion mentale qui peut casser un peu mon sentiment de confiance en moi et ma compétence. Et puis, il y a les considérations sexistes. Ah tiens, ES, c'est parti. Pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les considérations sexistes sur la maternité ou le temps partiel. Les veilles de temps partiel. Ah, dis donc, demain, tu te coinces la bulle, t'es pas là. Ah, dis donc, tu prends 16 semaines de vacances, toi, pour faire ton bébé. Comment tu es enceinte? Mais je croyais que tu aimais ton travail, etc., etc., etc. Les considérations sexistes sur la maternité qui fait que les femmes, quand elles sont dans une organisation de travail, sont honteuses d'annoncer leur grossesse à leur employeur. Et quand on sait que c'est à partir du premier enfant, dont la moyenne en France est quand même à 29 ans, hein, c'est pas très tôt, à 29 ans, et quand on sait que le décrochage des carrières et des salaires, c'est souvent au moment du premier enfant, il y a là une instrumentalisation sexiste parfaitement injuste, parce qu'un congé de maternité, il n'y a rien qui se prépare davantage. Hein. Et puis moi, je pense qu'un congé de maternité, c'est l'équivalent d'un MBA, parce que franchement, gérer la colère d'un nourrisson, c'est beaucoup plus dur que de gérer la colère d'un patron. On ne sait pas par quel bout le prendre, ce nourrisson, le patron sait. Et on apprend des tas de choses en matière de gestion, en matière de travail sur soi-même, on apprend plein de choses. Alors, surtout, on ne fait pas un MBA parce qu'il ne faut absolument pas donner des diplômes pour ce travail du care, qui est le travail de l'homme et de la femme, qui est un travail humain. Et ça se fait, c'est le jeu du relationnel. Mais franchement, dans les esprits, un congé de maternité, ce n'est pas une trahison de l'entreprise. Donc, comment répondent les femmes? Alors là, c'est là où je parle de déni. Parce que la plupart du temps, ce sexisme ordinaire, d'abord, il n'est pas vu, parce que les femmes se disent « oh ben c'est normal ». Elles ne veulent pas le voir, parce que le coût de la dénonciation est beaucoup plus dur que le coût de l'acceptation. Passer pour la frustrée, la caractérielle, l'emmerdeuse, la féministe, etc., a des effets extrêmement nuisibles sur son, sur son mode d'être au sein de l'organisation de travail. Alors c'est pour ça qu'il y a évidemment des choses à faire. Et la plupart du temps, on est dans l'évitement, on ne veut pas voir, ou dans la diversion. Mais le mieux, c'est aussi dans l'euphémisation. On blanchit le sexisme. Oh mais s'il m'a fait ça, c'est pour me bisuter, c'est pour mon bien. On a vu au CEREC, il y avait toute une analyse sur des femmes qui réagissaient dans des métiers du BTP. Et elle disait, non mais ça a été dur. Hein. Il m'a dit que j'étais blonde, il me disait que j'étais blonde 10 fois par jour, que je comprenais rien, etc. Mais enfin, c'est pour mon bien. J'ai réussi à surmonter tout ça. Le problème, c'est qu'il ne faisait pas ça pour les garçons. Hein. Donc, il y avait là trop de mise en concurrence. Et ça, c'était parce que c'était le bizutage, parce qu'elle était une femme. Donc, la banalisation, l'impossible confrontation, on en reviendra. Et puis, je voudrais parler du sexisme passif. Parce qu'il y a du sexisme passif, comme il y a du tabagisme passif. Ce n'est jamais impunément qu'on voit l'autre, son voisin d'école, son voisin de palier, sa collègue du bureau d'à côté, la secrétaire, être maltraité, être victime de sexisme quotidien ou de harcèlement ou d'agression. Ça n'est jamais impunément. Et des études montrent que finalement, voir le sexisme, même lorsqu'on simplement on en est témoin, crée de la souffrance, crée une forme de mal-être qui est sans doute beaucoup plus grave que ce que l'on imagine. Et donc le sexisme fait des dégâts, non seulement en termes de souffrance chez l'individu qui le reçoit, mais en termes de souffrance chez les témoins. Alors, voilà maintenant cette définition, maintenant qu'on a montré et parlé du sexisme ordinaire. En 2015, dans la loi Rebsamen, le Conseil supérieur, nous avons réussi, avec ma collaboratrice Marie Becker, à travailler sur une définition de l'agissement sexiste, c'est-à-dire que pour la première fois en Europe, et le Conseil de l'Europe est en train de nous suivre sur ce point, le mot sexisme est entré dans le Code du travail.
On a repris une loi qui datait de 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire sur un agissement à raison du sexe et de tous les autres critères de discrimination, plus de 20 critères de discrimination. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas de principe d'équivalence des discriminations. Et là, je pèse mes mots, parce que tout le monde n'est pas d'accord en France encore sur ce plan. Il n'y a pas de principe d'équivalence des discriminations. Le sexe n'est pas une discrimination comme les autres, parce que les hommes et les femmes vivent ensemble tout le long du jour. Ils ne vivent pas ensemble simplement pendant les heures de travail. Ils vivent majoritairement ensemble, dans les couples hétérosexuels en tout cas, tout le long du jour. Et ils sont interdépendants. Interdépendants pour la reproduction et pour le désir. Et donc cette interdépendance crée des ambivalences très fortes dans les relations entre les hommes et les femmes, y compris dans le monde du travail, où il y a très souvent une sorte d'irruption de l'intime, avec une double image du groupe discriminé. Les femmes, c'est le seul groupe discriminé avec une double image, parce qu'elle est à la fois la mère qui protège et la putain qui ensorcelle et qui détourne. Elle a une image positive et négative liée au fait que les hommes et les femmes sont interdépendants pour la reproduction. Et ceci crée précisément les ambivalences et crée les résistances farouches que l'on trouve aujourd'hui. Mais vous dites que les hommes et les femmes, ils font pareil, mais alors ils vont devenir pareils. Non, les hommes et les femmes ne sont pas faits pareils, mais ils peuvent faire pareil dans le monde du travail, s'entend, en dehors de la sphère évidemment de la reproduction. Et donc on a ici une définition juridique: nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement à raison du sexe, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Voilà cette définition. Inutile de vous dire que nous n'avons encore aucun contentieux, que les juges vont attraper ça avec des pincettes et un air en disant « c'est quoi ce truc-là » qu'il va falloir un faisceau d'indices, évidemment. C'est pas parce que je fais une blague autour de la machine à café, une blague lourde, une blague graveleuse, que je vais avoir un contentieux d'agissement sexiste. Bien évidemment, non. Mais c'est poser le sujet. Donc il faudra sans doute des agissements répétés, il faudra regarder le contexte, il faudra regarder la solitude de la femme, le contexte dans lequel elle est, son seuil de tolérance, etc., pour définir les agissements sexistes. Mais en tout cas, c'est une sorte de précaution qui est donnée là. Alors, comment faire dans le monde du travail ? Il y a à la fois une vigilance collective, une vigilance des entreprises, mais aussi une vigilance personnelle. Vous pouvez vous procurer sur le site du Conseil supérieur, si vous le voulez, ce petit kit pour agir contre l'agissement sexiste, où nous faisons des petites fiches à destination des salariés, d'une part, des partenaires sociaux, d'autre part, et des employeurs. Et nous travaillons sur les leviers pour lutter contre le sexisme dans une organisation. Parce qu'il ne suffit pas de dire « c'est pas bien ». Pour lutter contre le sexisme, il faut une vraie politique. Une politique affichée. Une politique prise au plus haut niveau de l'organisation. Et un programme d'action. C'est-à-dire que dans toute organisation collective aujourd'hui, avec ce qui sort partout, je crois qu'il faut prendre la question du sexisme dans toutes ses acceptions, c'est-à-dire le sexisme ordinaire, le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle, en disant ce que c'est, en définissant clairement ce qu'est l'agissement sexiste d'une part, nous l'avons défini, ce qu'est le harcèlement sexuel d'autre part, ce qu'est l'agression sexuelle par ailleurs, voire le viol. Et donc il faut très clairement définir les actes prohibés. Le sexisme définit des actes prohibés. Ce n'est pas du machisme, ce n'est pas de la misogynie, ce n'est pas un air un peu plus lourd où les machos se laisseraient aller. Ce sont des actes prohibés dans le monde du travail. Et ça, c'est très important de le dire. Et donc ça implique une politique de prévention, c'est-à-dire un référent
quelqu'un qui est chargé d'écouter de façon anonyme et bienveillante les plaintes, en faisant attention aussi aux dénonciations calomnieuses, parce que ça existe, parce qu'il y a des vengeances, parce qu'il y a des gens qui... on est tous, hein, on a tous deux visages, hein, des visages de bienveillance, mais on peut aussi parfois déraper, dériver. Donc il faut faire attention. Et puis, évidemment, il faut des sensibilisations, et ce que vous faites là aujourd'hui me semble complètement aller dans ce sens, des sensibilisations et des formations. Il faut prendre en charge les victimes, parce que dans le monde du travail, c'est les femmes harcelées qui quittent le boulot, hein, quand du moins elles arrivent à faire reconnaître ce harcèlement. Et bien souvent, c'est les sexistes qui restent et c'est celles qui sont victimes qui partent. Il faut faire très attention. Ou en tout cas qui sont marginalisées, qui sont en quelque sorte une sorte d'îlot, hein, de prévention autour d'elles, de prévention au sens d'opposition, et elle ne tient pas longtemps. Et puis, il faut regarder tous les biais de sexe éventuels dans les process RH. Comment vous êtes noté? Quel est le champ lexical utilisé pour faire vos fiches d'évaluation? Est-ce que j'ai un vocabulaire guerrier systématique ou un vocabulaire de douceur systématique? Nous ne voulons ni vocabulaire guerrier, ni vocabulaire de douceur. Nous voulons que soient analysées des compétences. Et des compétences avec un langage extrêmement rationnel. Donc attention aux métaphores qui vous mettent toujours dans des biais de sexe compliqués. Et puis, eh bien, il faut une communication interne et externe sans stéréotype de sexe. Attention au visuel utilisé dans vos communications, où que vous soyez. Faites attention à mettre des femmes, et pas seulement des femmes dans les fonctions support, ou dans les fonctions RH, ou dans la com. Mettez des femmes dans la technique. Très, très attention, à faire très attention à ça. Et puis, bien évidemment, évaluer et en permanence. Et donc, une petite enquête sur le sexisme au travail. Nous avons fait 2 grandes enquêtes en 2013 et en 2015. L'une sur 18 000 femmes, 18 000 cadres, hommes et femmes. L'autre sur 15 000 non-cadres, hommes et femmes. 80% des femmes ont dit qu'elles avaient été victimes de sexisme ordinaire au travail. Et 90% ont dit que ça avait impacté négativement leur sentiment de compétence personnelle. Et plus de la moitié ont dit qu'elles se sont tues parce que de toute façon, on ne les aurait pas crues. D'où l'importance d'une politique. Et il faut aussi mettre en place une vigilance individuelle. En France, moi quand j'étais à l'ENA, il y avait des cours sur la gestion des conflits. On devait être 3 filles à assister à ces cours. Les garçons, ils n'y allaient pas, ils disaient ça, c'est pas rentable. Aujourd'hui, je pense que ça aurait changé. Mais autant on est bon en France sur le travail intellectuel, franchement, on nourrit vos cerveaux magnifiquement, parfois un peu trop scolairement, mais quand même. On fait de mieux en mieux dans l'apprentissage de la posture du corps, mais c'est pas assez, puisque pour porter un message, il faut aussi savoir porter son corps. Et là, il y a des techniques, y compris quand il faut se défendre, quand il faut installer son précaré autour de soi, comment on se tient sur ses 2 jambes, comment on serre le ventre, comment on tient son dos, comment on porte sa voix. Il n'y a pas de voix faible des femmes et de voix forte des hommes. Il n'y a que des voix qui veulent se faire entendre. Et même une voix fluette, si elle est bien portée par un corps qui se tient, si elle ne se dérobe pas à l'exercice et qu'elle continue jusqu'à ce qu'on l'entende sans se taire, alors les voix plus fortes se taisent pour laisser parler la voix moins forte. Il n'y a pas vraiment de problème avec les voix des femmes, ça encore c'est un mythe. Et puis, 3e chose, alors ce qu'on n'apprend pas du tout dans les écoles, peut-être chez vous, vous me direz, c'est le travail mental. C'est-à-dire la gestion des conflits. Nous avons aujourd'hui, nous savons bien que dans toute société, dans tout projet, la question, c'est le relationnel. C'est comment je gère mon projet en opposition avec quelqu'un qui veut prendre le pouvoir ou en partenariat avec un autre qui veut faire un ticket avec moi et moi je ne veux pas et je veux... On n'arrête pas de gérer ça. Et en France, on est hyper mauvais sur la gestion des conflits. Un conflit, c'est quelque chose de positif. Le conflit, c'est la vie. S'il n'y a pas de conflit, on dort. Enfin, ça n'existe pas. Et donc, il faut apprendre à gérer les conflits.
Et c'est pareil pour le sexisme. Le sexisme, ça se gère aussi individuellement. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, quand j'ai comme ça, une attaque sexiste en plein? On le sent tout de suite parce qu'il y a un petit quelque chose là qui vous arrive dans l'estomac, où on se dit, tiens, ça c'est parce que je suis une femme qui me fait ça. Alors, quelquefois, on peut un peu délirer, hein, c'est pas forcément parce qu'on est une femme, mais la majorité des cas, on ne se trompe pas. Et moi, je ne préconise pas l'affrontement, c'est-à-dire la réponse immédiate, sauf si on a un sens de l'humour fantastique. Mais dans ces cas-là, quand on est vraiment attaqué, on a l'esprit d'escalier, et c'est en sortant qu'on se dit « j'aurais dû lui dire, j'aurais dû faire, hein, c'est trop tard ». Et donc l'humour, la répartie avec l'humour, mais un humour qui ne blesse pas, surtout si c'est son supérieur hiérarchique ou son prof, etc. Parce que l'humour qui blesse, c'est comme la répartie, ça tue. Le tu es, je sais pas quoi, tu n'as pas à me dire ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Et il faut privilégier. Alors évidemment, ni l'esquive, ni les pleurs, ni tout ça, hein, bien évidemment. Il faut privilégier ce que j'appelle la confrontation. C'est comme les arts martiaux japonais. C'est-à-dire qu'on se met du côté de l'adversaire pour le déséquilibrer. Ça veut dire qu'on respire, qu'on ne réagit pas tout de suite. Le mieux, quand c'est vraiment trop important et que c'est son supérieur ou je sais pas quoi, quelqu'un d'embêtant, quoi. On laisse passer une nuit, on en parle autour de soi, on consolide, on formalise, mais on ne laisse pas passer et on parle avec le message « je », le message de ressenti. Parce que le message « je », c'est un message qui enlève l'agressivité. Quand je dis « tu », j'ai un effet boomerang, un effet de surenchère mimétique, c'est toi qui le dis, c'est toi qui y es, etc. C'est la cour d'école. Quand je dis « je », quand hier tu m'as dit cela, j'ai ressenti quelque chose de difficile parce que, et j'élabore. Alors vous voyez que ça se prépare. Ça, c'est vraiment du travail mental. Ça veut dire aller au-delà de sa colère, au-delà de son sentiment d'injustice. Ça veut dire qu'il faut être fort. C'est pas évident. On a envie de casser la figure, quand même, en gros, parfois, si on peut. Moi, le pire, quand même, j'ai attrapé un jour, j'ose à peine le dire, mais quand même, c'était un ingénieur des mines. Vous savez, les ex-mines, ils sont forts. Et j'avais été à un poste où je dérangeais les ex-mines, parce que d'abord, j'étais une femme, il n'y avait que des hommes, et puis je ne suis pas ex-mine, je suis d'une autre grande école. Il était tellement odieux que je l'ai pris par sa cravate et je lui ai dit jamais faire ça, jamais, jamais, c'est une bêtise, mais c'est d'une bêtise hallucinante. C'est pour ça que j'écris des livres, c'est pour me faire pardonner ce geste insensé, stupide, mais qui était de la pure colère, quoi, c'était pas possible, c'est 15 fois, 20 fois, c'était pas possible. Ben non, il n'y avait pas de livre à l'époque, on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle. Jamais, jamais, jamais ça, jamais. Donc, évidemment, il faut élaborer. Il faut être plus fort, il faut se mettre du côté, il faut déstabiliser. Mais il faut en parler entre soi. Et c'est pour ça que les réseaux de femmes sont si importants dans les entreprises. C'est aussi des réseaux de réassurance. C'est des réseaux où on apprend à s'entraîner, à réagir, à apaiser les choses, mais à ne pas lâcher. Et donc, voilà un petit peu ce tableau que je voulais vous tracer du sexisme, qui est un grand sujet, très grand sujet. Françoise Héritier, dont je ne peux m'empêcher de parler toute la semaine, évidemment, disait cette chose extraordinaire avec son langage si simple. Vous savez qu'elle a un langage si accessible que ça donne envie d'aimer les sciences. Elle disait les femmes, dans les 3 grandes conquêtes des femmes, c'est-à-dire le droit à disposer de son corps, l'accès au savoir, l'accès au pouvoir. Ces 3 grandes conquêtes, si elles ne prennent pas complètement, c'est qu'il manque ce qui les lie, ce qui fait la sauce. Parce qu'aujourd'hui, il y a le mépris, il y a encore l'irrévérence, alors qu'il manque le respect. Manque le respect, souvent, pour ce que font les femmes. Manque le sentiment de légitimité pour ce qu'elles font. Alors, c'est diffus, c'est pas énorme, on le sait tous, il y a des progrès fondamentaux. Mais fondamentalement, il y a des poches de résistance archaïques qui cassent les progrès, qui font que les lois ne sont pas appliquées et qui font qu'on en reste toujours à des stéréotypes de sexe
hallucinantes qui expliquent qu'on est quand même moins payé que les garçons. Je lisais un article ce matin qui disait que si on calculait autrement et qu'on calculait combien les garçons gagnent plus que les filles, alors c'est le 4 août qu'il faudrait s'arrêter de travailler et non pas le 4 novembre. C'était une plaisanterie, et je pense qu'en recalculant, ce serait assez amusant. Mais on prend tout, hein, on prend le temps partiel, etc. Parce que le temps partiel est souvent subi et contraint pour les femmes. Hein. C'est pas du temps partiel choisi. Là. Il y a une petite portion seulement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, ça permet de laisser le temps aux questions.